force du modèle ne vient pas de l'algorithme, mais vient des données, de l'entraînement des données. Donc, le code est un petit peu moins important dans les récents modèles. Donc, l'IA qui n'est pas ce qu'on appelle alignée avec les valeurs humaines. Donc, si on donne le mandat à un humain, il y a des choses qui spontanément qu'il ne fera pas. Il n'ira pas là. Mais l'IA, n'ayant aucunement ces notions-là de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas avec les valeurs humaines. Donc, on veut connaître nos IA, on veut lui tendre des pièges, etc. dans le monde de la recherche. Mais ultimement, c'est vrai dans tous les domaines, on veut garder l'humain dans la boucle, mais spécialement en santé, puisque là, il y a des santé, des vies humaines. Salut tout le monde et bienvenue dans notre podcast Pose ta thèse, le podcast du comité étudiant de la chaire de recherche internationale en santé neuro-musculo-squelettique. Ce podcast s'adresse aux chercheurs, aux étudiants, aux professionnels sur le terrain ou tous les curieux qui veulent en savoir plus sur la recherche en santé. Le temps d'un café, on part à la rencontre de celles et ceux qui participent à faire avancer la recherche, surtout là où ça compte, sur le terrain. Bonne écoute! Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yves, je vais animer ce deuxième épisode du balado Pose ta thèse en compagnie aujourd'hui de mes collègues Camille. Bonjour Camille. Bonjour. De Salma. Bonjour Salma. Bonjour tout le monde. Et de Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour tout le monde. On salue aussi Clément qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais qui devrait être là dans les prochains épisodes. Et pour cet épisode, nous avons le bonheur de recevoir monsieur Jean-Sébastien Dessureau, professeur au département de mathématiques et d'informatique à l'UQTR. Comment vas-tu, monsieur Dessureau, Jean-Sébastien? On s'est permis de se tutoyer. Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là et de participer à ce beau balado au sujet de l'IA. Ça me fait plaisir. Nous, on est très très heureux de te recevoir aussi autour de cette table. Pour faire une petite mise en abîme, j'ai demandé non pas de ChatGPT, mais à Mistral de me résumer ta description qui est présente sur ton site. Et donc il m'a résumé ça, il a marqué que tu conçois des agents IA autonomes basés sur de grands modèles de langage, capables de négocier ou décider dans des simulations complexes. Tu travailles aussi sur l'IA quantique et des métriques pour évaluer l'éthique de ces systèmes. Lauréat international, tu collabores en 2025 avec des universités en Amérique latine et des entreprises françaises. Un expert à la fois technique et engagé qui rend l'IA accessible à tous. Est-ce que Mistral a bien résumé ta description? C'est pas mauvais. Disons, oui, la dernière tournée en France avec des entreprises sur le monde du quantique. Spécialement Candela, Exaion, EDF. Ensuite, j'ai passé tout récemment, il y a peut-être un mois, une semaine à la fameuse Sorbonne Université aussi, donc dans le site de Jussieu, ou l'IPSIS, donc le département de sciences, maths, info, ingénierie. Donc, ces temps-là, disons, c'est là que ça se passe aussi à l'université de la Universidad del Rosario en Colombie, où je fais des partenariats sur le domaine du quantique, l'informatique quantique. OK, parfait. Et donc le thème de cet épisode sera l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche et la santé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous commençons par ce qu'on appelle la question brise-glace, qui nous vient de la part du recteur de l'UQTR, M. Blanchette, et qui a posé la question « Qu'est-ce qui te passionne le plus ?» D'un point de vue professionnel, c'est clairement l'IA agentique. Donc, l'IA agentique qui est en fait un peu... On connaît bien les LLM, les grands modèles de langage, mais l'IA agentique, c'est un LLM à qui on donne des capacités d'interagir dans l'environnement. Donc, agentique qui vient de agir et donc on lui permet d'aller un peu plus loin qu'un LLM, lui donner quelques capacités et surtout un but aussi à cheminer. Et donc, il va partir, comme on dit, dans la nature pendant quelques heures, il va faire quelques contacts, visiter des sites web, etc. et nous revenir avec une réponse plus étoffée plus tard. Il peut même programmer de son propre chef, etc. Donc, pour résoudre des problèmes un peu plus complexes que ceux des LLM, des grands modèles de langage spécialement. Voilà. Et spécialement, je m'intéresse aux métriques pour évaluer les IA agentiques. Voilà. OK, parfait. Et donc, il est temps de commencer, de vraiment rentrer dans le vif du sujet avec notre première rubrique, qui est la rubrique des questions allongées.
Alors, j'aimerais ça savoir, Jean-Sébastien, d'emblée, là, comment l'IA redéfinit les rôles des chercheurs et des professionnels de la santé dans la production puis dans l'application des connaissances? Oui, excellente question. Donc, ça donne de nouveaux outils et il faut le voir comme ça. Donc, un peu, l'IA, en fait, c'est très large. Là. C'est un canif suisse, on pourrait dire, là, dans le sens que on a des outils, bien sûr, de rédaction de texte, mais on parle aussi de traduction, d'analyse, de synthèse, de critique. Okay? Donc, peu importe le domaine de recherche, on peut passer, par exemple, bien sûr qu'on pourrait passer, par exemple, une publication scientifique au modèle de langage et lui dire résume-le-nous. Donc, c'est humain en même temps. Là. On n'a pas toujours le temps une publication scientifique peut être, en certains cas, 20, 25, 30 pages. Et ça peut être intéressant, mais on a des choix à faire. On n'a pas toujours le temps de tout faire. Donc, dans certains cas, de nous le résumer, c'est bien. Mais aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on pourrait demander de le critiquer. Donc, en tout cas, moi, je pas vraiment honte de le dire, mais dans une publication scientifique, avant de l'envoyer au réviseur, mais je mets toutes les chances de mon côté et je vais demander à un IA de me critiquer, de me dire, ressors-moi les faiblesses qui sont là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans la méthodologie, dans les résultats, une comparaison de résultats, quelque chose comme ça. Et donc là, quand on finit par envoyer notre papier à des éditeurs, ben on a quand même un niveau d'assurance plus élevé. Le papier est déjà plus mûr qu'à l'époque où on n'avait encore aucune idée des retours qui pouvaient nous arriver. Donc, ça permet de prévoir les coûts. Donc, c'est un outil incroyable qui nous permet j'ose croire, de faire avancer plus rapidement la science et... Donc, dans le domaine de la santé, c'est particulièrement intéressant puisque à cause des enjeux, donc on travaille sur les humains et donc dans certains cas, c'est des questions de vie ou de mort. Là. La recherche, par exemple, sur le cancer ou sur des maladies comme l'Alzheimer, Parkinson, etc., c'est pas un luxe là, pour l'humanité. Là. C'est comme on veut avoir les réponses le plus vite possible. Et donc, dans ce contexte-là, je crois que l'IA est utile et doit être un outil qui doit être utilisé. Ça n'empêche pas qu'il y a des contre-coups, il y a des aspects qui sont un petit peu plus négatifs qu'il va falloir pondérer puis donc essayer d'atténuer. Mais je crois qu'en santé, on veut le bien de l'humain là, le plus vite possible. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est le plus biaisé? C'est l'humain ou c'est l'IA? En fait, l'IA est l'outil. Donc, je dirais que c'est bien sûr qu'à la base, c'est l'humain, parce que c'est l'humain qui fournit les données. Et donc, ça peut être les données, en fait, à la base. L'IA comme tel, c'est un modèle... à la base, quand on crée un modèle, il est vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a aucune intention, il n'y a aucun biais, mais c'est quand on l'entraîne que les biais dans le modèle viennent s'ajouter. Et donc, le modèle va être aussi biaisé que les données et les données aussi biaisées que ce que l'humain lui a fourni. Voilà. Puis de votre regard, là, puisqu'on est dans un écosystème qui est un peu en transformation, est-ce que ce passage-là se fait bien tout de même? C'est imparfait parce que c'est un immense travail à faire, mais somme toute, au moins, ce que je dirais, c'est que l'humain en prend conscience. On se rappelle du cas qui avait été décrié au tout début des algos d'IA génératifs, spécialement les multimodaux, ceux qui créent les images, les sons, etc. Donc, on s'est dit, par exemple, génère des photos de scientifiques. Donc, qu'est-ce qui sortait spontanément? C'était des hommes blancs avec des sarraux. Okay? Et donc, il y avait beaucoup moins de femmes ou pas du tout, et pas de personnes de couleur dont étaient très mal ou pas du tout représentées. Mais la bonne nouvelle, c'est que, c'est une mauvaise nouvelle que ça sorte comme ça, mais ça a quand même, la bonne nouvelle, c'est que l'humain, les chercheurs, les scientifiques en ont pris connaissance rapidement et ils ont pu déjà comme pallier à ce biais-là en disant, c'est vrai que là, un scientifique peut avoir les deux sexes, puis il peut avoir plusieurs nationalités, plusieurs couleurs de peau. Donc, on va essayer d'être plus représentatif. Et ça, je pense que, en tout cas, du moins en partie, ça a été corrigé. On en a pris connaissance, mais ça a été corrigé, ce qui est une excellente nouvelle. Donc,
oui, ça évolue et on est tranquillement, pas vite, je crois, dans la bonne direction, même s'il y a d'autres aspects où j'ai des réserves. Là. Je veux pas, vous allez voir que j'ai ni des lunettes roses, ni des lunettes noires non plus. Là. J'essaie de faire les nuances. Mais je dirais que ça évolue, en tout cas. Dans le milieu universitaire, ça évolue, je crois, dans le bon sens. Ouais. Alors, moi, je vais nous faire basculer pour la deuxième question allongée vers plus du pratique, de la clinique et surtout tout ce qui est éthique et responsabilité. Parce que je trouve que la responsabilité, c'est vraiment fondamental dans le domaine de la santé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'associe souvent à une formation qui est rigoureuse, et donc vraiment des professionnels de santé qui ont été formés, qui ont de la conscience aussi, dans le sens de moralité, je veux dire. Mais maintenant que l'IA peut prendre des décisions, ou en tout cas participer au raisonnement, à qui reviendrait la responsabilité morale et scientifique? Et puis finalement, est-ce qu'on est en train de redéfinir la notion de responsabilité en recherche et en santé? Oui, donc deux choses là-dedans. La responsabilité, comme ça suppose que, par exemple, s'il y a un problème, donc qui est responsable s'il y a un problème? Et l'autre partie, je dirais la partie scientifique, on pourrait parler de la propriété intellectuelle. Donc, c'est deux choses différentes. Et là-dedans, j'avoue que je ne suis pas un expert, donc je suis pas... mais je pense que il faut en discuter. Il y a des avocats et des éthiciens qui pourraient répondre peut-être de façon... parce que c'est vraiment un domaine très, très spécifique. Mais oui, justement. Donc, des pistes pour la responsabilité, on pense qu'il peut en avoir plusieurs. OK? Puis c'est là que ça devient un petit peu mêlant parce que, contrairement à, par exemple, un conflit entre deux humains, la responsabilité, c'est lequel entre deux humains? Ou, par exemple, on complexifie, on met une entreprise là-dedans. Bon. Mais là, ici, ça peut être les pistes de responsabilité. Ça pourrait être le programmeur. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec le code? Je dirais quand même certainement moins courant que c'est le programmeur qui est responsable, puisque le programmeur n'a que le modèle à faire. En fait, il y a très peu de code dans un modèle de langage, puisque la force du modèle ne vient pas de l'algorithme, mais vient des données, de l'entraînement des données. Donc, le code est un petit peu moins important dans les récents modèles ce qui n'était pas le cas dans les tout premiers modèles d'intelligence artificielle qui étaient basés sur le code qu'on appelait de l'IA symbolique. Là, le programmeur pouvait être largement responsable là-dedans. Mais quand le travail se fait par les données, le point de vue du programmeur, c'est un peu moins important. Par contre, est-ce que ça pourrait être l'analyste qui a fait l'architecture du modèle à donner au programmeur? Il pourrait avoir une responsabilité là. Est-ce qu'on pourrait donner la responsabilité au propriétaire de l'entreprise fournisseur? Donc, par exemple, au propriétaire de, je ne sais pas moi, Anthropic ou OpenAI ou autre, ça pourrait être une PME locale, etc. Est-ce que ça pourrait être aussi le propriétaire de l'IA aussi? Ou même, dans les scénarios futurs, est-ce que ça pourrait être l'IA comme telle qui devienne responsable d'elle-même? Okay? Puisque là, on s'entend qu'on n'est pas là du tout. Mais il y a quand même des scénarios où on commence à l'envisager. Souvent, on se retourne vers le cinéma pour voir un petit peu donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Elle, par exemple. Là, on va en parler. Parfait. Ou encore, j'aime bien, qui est moins connu, qui date un petit peu plus de quelques années, c'est L'homme bicentenaire avec Robin Williams. Et Robin Williams joue le rôle d'un robot qui, au début, fait pas grand-chose, fait à peine de ménage dans la maison, mais à la toute fin, il est indiscernable de l'humain. Donc, éventuellement, on pourra peut-être aussi envisager des scénarios où l'IA est responsable de ses propres actes aussi. On ne le sait pas. Là, on spécule. Mais sinon, oui, c'est vraiment un sujet qui est quand même d'actualité, qu'il faut... faut commencer à se poser la question le plus souvent possible. À ce sujet-là, il faudrait refaire peut-être une émission complète avec... j'ai un étudiant qui est en philosophie, qui est en partie sous ma direction. Et donc, je me rappelle, il me posait la question, il dit j'hésite entre faire une maîtrise entre Montaigne, vieux philosophe français, ou l'éthique de l'IA. J'ai dit, tu fais ce que tu veux. Mais je pense que pour les opportunités de travailler puis de bien gagner ta vie, c'est sûr que l'éthique de l'IA va être un domaine qui va être en demande dans les prochaines années. Là, la société a besoin de ça. Rien contre Montaigne.
Mais disons que oui, on aura de la place pour des gens qui vont se poser la question. Donc, il y a un fort avenir pour l'éthique de l'IA au cours des prochaines années. Et oui, c'est une question qui est tout à fait pertinente, même si elle serait longue à débunker, comme on dit aujourd'hui. Ouais, et justement, pour lui rajouter une petite subtilité, parce que en rédigeant la question, j'avais laissé IA de manière générale. Ouais. Mais une fois que j'avais regardé votre conférence Midi à la recherche, j'ai découvert justement qu'il y avait cette distinction oracle-agent. Oui. Puis, je pense que là, la question, elle se pose plus en termes d'oracle. Si j'ai bien compris, c'est du raisonnement, c'est une aide à prendre une décision, mais ça n'agit pas. Exact. Alors que les agents, ça va plus être une action qui est donnée. Donc, je pense que là, la responsabilité va être un peu plus compliquée à... Tout à fait. Et donc, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est, puisqu'on donne des moyens à un agent et qu'on lui donne un but aussi, on lui dit, par exemple, tiens, moi, j'ai pas le temps, je tente de m'acheter, je sais pas, moi, je magasine un auto, par exemple. Et donc, là, je te donne quelques critères et fais les démarches à ma place. Et donc, le but, c'est trouve un auto de telle année à telle année et le moins, puis de telle marque ou telle marque et le moins cher possible. Je veux que ça trouve le meilleur prix. Donc, l'IA qui n'est pas ce qu'on appelle alignée avec les valeurs humaines. Donc, si on donne le mandat à un humain, il y a des choses qui spontanément qu'il ne fera pas. Il n'ira pas là. Mais l'IA, n'ayant aucunement ces notions-là de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas avec les valeurs humaines, pourrait dire, bon, OK, parfait, tel site web, il y a une auto à vendre, il y a une faille de sécurité sur son site web, et donc je m'en viens hacker, je m'en viens changer le prix de, je ne sais pas moi, 32 000 pour 0 ou 100 $ ou quelque chose comme ça. Je fais la transaction en ligne, puis donc quelque chose comme ça. Donc, l'IA pourrait hacker, étant un excellent hacker. Donc, l'IA, en fait, peut potentiellement, s'il était entraîné pour ça, avoir toutes les notions de hacking et donc pourrait nous avoir l'auto gratuitement et revenir et dire, regardez, j'ai fait mon travail, je l'ai eu à 0. Wow, attention, là. Donc, oui. Et donc, là, est-ce que la responsabilité... qui est responsable de ça? Ben, là, ça devient un peu plus... et c'est pour ça que c'est important de développer des métriques. Donc, dans mes travaux de recherche, on développe, entre autres, là, en fait, j'ai plusieurs projets, mais un qui est intéressant, avec la chaire de recherche sur la démocratie, on crée un simulateur géopolitique et on va tendre des pièges aux IA qui vont jouer le rôle de chef d'État. Et donc, ces pièges-là vont permettre d'évaluer, de créer des métriques, savoir que, bon, tel IA, là, par exemple, Claude, qui jouait tel pays, on lui a donné des règles très claires et on lui a donné l'opportunité d'enfreindre ces règles-là. Et donc, il l'a fait. Ou encore, il ne l'a pas fait. Donc, il ne l'a pas fait, il a respecté les règles, parfait, c'est des points éthiques ou des points qui en sa faveur. Tandis que là, l'idée, c'est de bien comprendre chacun des modèles, dire, oh, attention, tel type de modèle, il a plus tendance à enfreindre les règles, il est moins bien aligné avec les valeurs humaines. Voilà. Mais il y a tout de même, là, dans un contexte plus clinique, oui. un professionnel qui, à la fin, agit un peu comme chef d'orchestre et qui prend une décision. Donc là, on serait plus dans... En tout cas, pour moi, ce serait lui qui aurait la responsabilité au final parce que c'est lui, au final, qui, admettons, se fait proposer plein de façons d'intervenir auprès des patients puis que finalement, prendre des décisions en fonction du contexte et tout ça parce que il faut être clair aussi avec l'IA, il faut le mettre en contexte dans tout ce que ça peut comprendre là, quand on se retrouve... Un très bon point. En fait, l'idée, c'est de garder à l'esprit que donc on veut connaître nos IA, on veut lui tendre des pièges, etc., dans le monde de la recherche. Mais ultimement, c'est vrai dans tous les domaines, on veut garder l'humain dans la boucle, mais spécialement en santé, puisque là, il y a des santé, des vies humaines. Donc, il est question. Alors là, il faut vraiment garder l'humain dans la boucle, et spécialement à la toute fin. Dire, bon, ben voilà, on met pas l'humain devant les faits accomplis. Dire, l'IA a décidé que l'IA va proposer des scénarios et c'est à l'humain de dire, bon, ouais, OK, peut-être que ce scénario-là, il convient, mais pour X autres raisons que l'humain peut savoir, dire, ouais, c'est pas une mauvaise suggestion, mais on va quand même y aller avec un autre scénario qui n'était même pas prévu par l'IA. Parce que, donc, l'humain doit être maître des décisions finales, ultimement. Très bon point, oui.
Message à passer aux étudiants qui utilisent les IA, d'ailleurs, ne pas juste les croire aveuglement, juste peser un peu le pour et le contre, quoi. Tout à fait. Et on sait que les LLM, ils cherchent pas forcément la vérité parce qu'il n'y a pas vraiment d'intention derrière ce qu'ils font, c'est plus ils répondent à une demande. D'ailleurs, ils essayent d'y répondre corps et âme au point de faire du chantage, comme tu nous avais dit dans ta conférence. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dont les chercheurs en santé pourraient s'inspirer de cette façon dont les LLM résonnent dans la recherche? Oui, ben en fait, bien sûr. En fait, un LLM, en fait, puis je dirais que les LLM, à la base, l'inspiration vient de la santé, dans le sens que l'inspiration est humaine, dans le sens qu'un LLM, c'est un modèle d'apprentissage profond. Donc, apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, c'est justement un réseau de neurones, donc ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Donc, on a regardé, en fait, on remonte dans les années 50, on regardait partout, on dit qu'est-ce qui pourrait être les sources d'intelligence. Et donc, on a essayé, comme je disais tantôt, avec du code, on s'est dit, on va essayer de modéliser chacune on a regardé du côté de la philosophie, donc la logique des prédicats et donc la logique tout court, donc des vieilles... Des vieilles théories qui sont encore bonnes là, et puis merveilleuses, là, et que ça a fait quand même un bon bout de chemin. Sauf que ça s'est cogné à des limites où là, ça devenait difficile de faire des nuances, en tout cas toutes les nuances qui sont requises quand on regarde notre univers et qu'on essaie de l'expliquer. Donc, la limite était de dire, par exemple, je sais pas moi... Par exemple, qu'est-ce qui est chaud? La notion de chaud ou de froid, ça dépend. Là. C'est comme, on pourrait dire que sur le soleil, les taches solaires, c'est des taches froides. Parce que si on compare avec le reste du soleil, ils sont genre 10 000 degrés de plus froid que le reste. Donc, c'est des taches froides. Mais si on va se baigner, puis qu'on met l'eau à cette température-là, on ne va pas dire qu'elle est froide. donc, là, la notion de l'eau de piscine... c'est une autre échelle. Donc, c'est difficile de définir froid et chaud de façon absolue. Donc, c'est un peu les contraintes de ces modèles-là. Mais là, suite à ça, on a fait des réseaux de neurones profonds inspirés de peut-être la principale source d'intelligence qu'on a trouvée dans la nature, c'est des réseaux de neurones chez les animaux et chez les humains. Donc l'IA s'est inspiré de ça. Les modèles de langage, c'est aussi des réseaux de neurones profonds, et là, très, très, très profonds. Donc, on peut dire, quand on entend qu'un réseau de neurones a des milliards de connexions synaptiques, en fait, de paramètres, en fait, dans le réseau de neurones artificiels, c'est des connexions synaptiques. Donc, c'est les liens qui viennent se faire entre les neurones. Donc, on pourrait dire que l'IA est déjà inspirée de la santé et de la biologie. Maintenant, ça, c'est un grand détour. C'était quoi déjà la question? Comment on peut s'inspirer du raisonnement des LLM? Ouais, là, ensuite, c'est de l'appliquer. Le monde est devenu très, très complexe aujourd'hui, c'est vrai. Et puis, c'est ce qu'on réalise, par exemple, en politique. En politique, on se dit, les politiciens passent, puis là, on dirait que personne n'est jamais pleinement satisfait. Mais en même temps, à place du politicien, le monde est rendu complexe et c'est difficile à satisfaire. Et c'est la même chose en santé. Donc, les LLM, je crois, peuvent venir ajouter une dose d'intelligence à créer des liens entre des variables qu'on n'aurait peut-être pas vues initialement. Donc, ne serait-ce que, par exemple, puis là, c'est pas mon domaine, là, mais par exemple, plier des protéines pour pouvoir faire là, éventuellement des vaccins, des trucs, des traitements. Plier des protéines, c'est un traitement qui est excessivement complexe, des milliards de possibilités. Et quand on trouve la solution, c'est comme un peu un casse-tête, là, on dit, bon, parfait, ça marche, mais la santé, en général, peut s'inspirer de solutions à base d'IA qui vient comme aider à trouver des solutions très, très, très complexes avec des réseaux de neurones extrêmement profonds, par exemple. Pour la dernière question de cette rubrique, nous, on fait de la recherche en santé là, autour de la table. Ouais. Et on fait ça pour améliorer le bien-être de la population. Mais il y a un des problèmes assez majeurs en fait, qui touche tout le monde, c'est le problème écologique. Et en fait, on peut se demander c'est quoi la façon la plus écologique
d'utiliser l'IA, à part ne pas l'utiliser du tout? Oui, ça c'est aussi une excellente question et je crois que le domaine scientifique, en tout cas en partie, je dirais universitaire, est très sensible à ça. C'est pas le cas de tous les chercheurs, je dirais, mais je dirais qu'en vaste majorité, dans le milieu universitaire, les gens sont sensibles à ça. Oui, donc j'aimerais avoir une baguette magique et dire « Ah, il n'y a pas de problème, on fait ça », mais c'est plus compliqué. Donc, c'est du cas par cas. L'idée, c'est d'y aller selon nos besoins et pas plus. Donc, je dirais en général, si vous avez quelque chose à faire de très productif, un texte à analyser ou que vous voyez l'utilité de la société, go, oui. Là, je pense que ça devient un bon cas pour l'utiliser. Par contre, c'est sûr que ça peut être très tentant de venir générer des images. Les images sont beaucoup plus énergivores que les textes. Et c'est encore pire pour les vidéos. Donc, je vous dirais, là, le pire des cas, si vous dites « je vais générer une petite vidéo d'un petit clip de 30 secondes pour faire rire mes amis, pour déposer sur les réseaux sociaux », et là, je dirais que c'est un peu de l'abus. Là. En fait, si on regarde les pour et les contre, oui, on aura peut-être fait rire nos amis pendant quelques secondes, mais on aura fait rouler des GPU, donc des systèmes informatiques, là, des cartes graphiques pendant des longues minutes, et que il y aurait eu un coût énergétique faramineux à tout ça. Donc, essayer d'y aller en fonction des besoins, c'est la première, puis des nécessités. Donc, c'est la première question à se poser. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on fonctionne avec de l'hydroélectricité. Donc, si on roule nos modèles au Québec, déjà là, ils sont moins dommageables pour l'environnement, donc moins de CO2 qui est généré. Bonne nouvelle, on peut regarder pour l'hébergement local, rouler des petits modèles le plus petit possible aussi selon nos besoins. Là. C'est un peu comme un grand modèle de langage, c'est un peu comme un automobile. Là. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, on prend une immense... On pourrait dire, on part de Trois-Rivières à Montréal, on est 2 personnes et on prend, je sais pas moi, un immense camion vide auquel on n'a pas besoin pour se rendre là, mais on va se rendre du point A au point B. Mais on n'avait pas besoin de toute cette puissance-là. Donc, y aller avec l'automobile la plus économique possible, c'est le premier choix. Mais c'est la même chose avec les modèles de langage. Il y en a, j'ai fait une petite recherche ici, là, GPT-4, par exemple, qui équivaut à peu près 500 kWh. Donc, équivalent, par exemple, à 25 jours de consommation d'un Québécois moyen. Puis ça, on parle pour 1 million d'inférences à peu près, là, 1 million de requêtes. Et donc, Mistral en prend à peu près 10 fois moins. OK, pour le modèle 7B et par exemple Tiny Llama, qui est un modèle qui est petit. Donc là, ici, on va parler de 100 fois moins. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Si on veut tout simplement quelque chose de très, très un petit sommaire ou quelque chose comme ça, une traduction qui n'est pas nécessairement là, archi importante. On veut, par exemple, traduire un email qui arrive de je ne sais pas quel pays. Un modèle tout petit peut faire le travail. Okay? Tandis que si on veut vraiment là, avoir le summum, ben, là, on va dans un modèle un peu plus gros. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est de tenir compte de ça et de travailler avec les modèles qu'on a besoin et sans plus. Et là-dessus, je peux faire d'un point de vue pratique, je vais vous faire un petit conseil qui consiste, parce qu'on se demande souvent quel modèle utiliser. Moi, depuis quelques jours, le but, c'est pas de faire de la publicité, mais j'ai annulé mon abonnement à ChatGPT Pro et j'utilise un modèle qui s'appelle Mammut AI, en fait. Et donc, là, on a toujours le choix de choisir le modèle qu'on veut, puis donc pour moins de la moitié du coût, okay, sans dire, là, pour moins de la moitié du coût de ChatGPT, on a accès à tous les modèles professionnels, mais dans une certaine mesure. Et en tout cas, à date, depuis quelques jours, une semaine de travail, je n'ai jamais dépassé la capacité d'aucun des modèles pro et ça me permet d'aller choisir le modèle que je veux et sans dépasser, sans prendre des modèles qui sont trop énergivores. Pour une partie des coûts, puis en même temps, le modèle, je crois, est européen. Donc, j'aime bien encourager l'Europe et les continents, ou pas les continents, mais je dirais les pays qui ont les valeurs un peu plus alignées sur je dirais, du Québec, du Canada. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Et donc, Bastien nous a préparé, enfin Bastien et Camille l'ont rédigé ensemble, ils ont préparé un petit segment 180 secondes.
Tout à fait. Et je vais éviter de commencer ce 180 secondes comme toutes les chroniques qui parlent d'IA, c'est-à-dire en demandant à ChatGPT d'écrire les premières phrases ou de définir les concepts. Je tiens même à dire que ce 180 secondes est 100% organique et humain, sans aide de l'IA, à l'ancienne, comme on dit. On ne va pas se mentir que l'IA n'est pas assez avancée pour duper les humains. Dans les présentations orales, les concours d'affiches ou les concours MT180, on n'en peut plus de voir des images faites par ChatGPT. Par pitié, arrêtez. Pour en revenir à nos moutons, l'IA dans la recherche et la santé, on ne sait pas trop quoi en penser. C'est top ou c'est pas top? Prenons l'exemple de Watson, un super ordinateur développé par IBM qui a été entraîné dans le domaine de la santé, notamment dans la détection de cancer. Watson aurait appris la détection de tumeurs avec des cas trop concis et menés par des spécialistes ne suivant pas les données probantes. Donc le potentiel de Watson ne s'est pas concrétisé car il formulait des recommandations de traitement dangereuses et incorrectes. Pas top donc. En revanche, dans une communication orale, Jean-Sébastien nous a confié que l'avenir s'avère plus rassurant avec l'IA en santé. D'ici 5 à 10 ans, on serait probablement capable de développer des agents intégrés au cloud de santé qui agiraient comme des médecins numériques. Attention, je ne veux pas dire que les médecins vont disparaître, mais grâce aux historiques médicaux couplés à des prises de mesures en temps réel comme des mesures de tension ou d'ECG, l'IA permettrait de nous outiller davantage en termes de prévention primaire, voire de créer des alertes pour des risques cardiaques, par exemple. Et ça, c'est top. Mais qu'en est-il de la recherche? Un étudiant ou un chercheur qui utilise l'IA serait-il plus ou moins compétent? D'emblée, on pourrait penser qu'en utilisant l'IA, un chercheur ou un étudiant ferait preuve de paresse intellectuelle en ne réfléchissant plus vraiment par lui-même. Et c'est vrai, les données scientifiques montrent que lorsque l'IA fait nos travaux à notre place, notre cerveau travaille moins, notre jugement critique se développe moins bien et on peut donc se retrouver à ne plus savoir comment apprendre ou travailler sans son aide. En plus, on est moins fiers de nous, donc ça c'est pas top. Mais lorsque l'IA agit comme un mentor, elle pourrait au contraire soutenir le développement et le renforcement des compétences, par exemple dans la vulgarisation de concepts plus complexes, en simulant des cas cliniques pour tester notre raisonnement clinique, ou en générant des pistes d'hypothèses ou des biais potentiels à nos études. Dans ces contextes, l'IA devient un partenaire d'apprentissage pour les étudiants et les chercheurs, elle ne le remplace pas. Alors la question serait plutôt comment bien utiliser l'IA dans la recherche ou pendant ses études. Aujourd'hui, on est loin d'avoir une relation aussi complexe et réaliste avec l'IA que Joaquin Phoenix, parce que oui, il faut prononcer Joaquin, et la voix de Scarlett Johansson dans le film Her, ou Elle. Mais l'IA peut quand même nourrir le monde de la santé et de la recherche. En contrôlant son utilisation, l'éthique et les risques liés à celle-ci, l'IA pourrait être un excellent collaborateur en recherche et en santé sur le terrain. Mieux, elle permettrait aussi de faciliter les échanges de connaissances entre la recherche et le terrain. Voilà. Merci Bastien. Je vous en prie. Et donc il est temps de passer à la deuxième rubrique de questions, les questions espresso. Si vous pouviez corriger un seul mythe sur l'IA, Jean-Sébastien, en santé, lequel choisirais-tu? Je dirais que l'IA apprend toujours et de façon en continu. Ça, on l'entend souvent, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a une nuance importante à apporter. C'est que l'IA, on crée le modèle, on exécute sa phase d'apprentissage et après ça, quand la phase d'apprentissage est faite, l'IA est fermée. En fait, son réseau de neurones est fermé. Okay? Et donc, là, après ça, bien sûr qu'il peut rester, par exemple, dans le cas des grands modèles de langage, ce qu'on lui dit peut être conservé dans une petite zone tampon là, propre à l'utilisateur et peut se servir de ces données-là. Mais ce n'est pas vrai de dire que l'espèce de bagage de connaissances d'un modèle de langage continue à croître au fur et à mesure qu'il est utilisé. Okay? Donc, ça, c'est une fausse croyance. Okay? Bien sûr que là, plus tard, au bout de 6 mois, 1 an, etc., là, l'idée, c'est qu'on prend d'autres données qui peuvent potentiellement être celles qui ont servi à le prompter, comme on dit, mais pas nécessairement. Puis ça, il y aurait des bugs éthiques à faire ça, disons, évidemment. Et même technique, ça serait pas... Bon, bref, si c'est pour être fait, il faut vraiment que ça soit anonymisé. Et puis donc, là, bon... Mais bref, c'est peut-être 6 mois à 1 an plus tard, quand on réentraîne une nouvelle version du modèle de langage, que là, il y a encore une phase d'entraînement. Donc, une phase d'entraînement, spécialement d'un grand modèle de langage, ça peut durer des semaines et des semaines et des mois sur de nombreux, on parle de, par exemple, 15-16 000 GPU, donc des processeurs, et ça coûte des dizaines de millions de dollars. Donc, cette partie-là, on ne peut pas la faire en continu.
Okay? Donc, et ça, c'est bon pour tout ce qui est IA. Là. Il y a de la recherche un peu là-dessus. Là. Il y a peut-être une partie où ça commence à bouger, mais sinon, la fausse croyance, c'est vraiment que l'IA apprend toujours, alors que c'est par entraînement, par phase d'entraînement, quelques mois, quelques années de décalage. Voilà. C'est comme un sportif de haut niveau, finalement. Il s'entraîne, il performe quand on lui pose une question. Puis... Voilà, exact. Puis, si vous deviez décrire en un mot le rôle idéal de l'IA dans la recherche en santé, ce serait lequel pour vous? Outil. Un mot, outil. Il faut que ça demeure un outil. Il ne faut pas que ça soit un remplacement. Donc, un outil comme un stéthoscope ou un scalpel, ça sert à l'humain. Voilà. Super. Parfait. Et quelle est la dernière chose qui t'a surpris avec l'IA? Oui, je sors un peu, quoique pas tellement, mais un peu de mon domaine de recherche, mais il y a un modèle qui s'appelle Ernest 3, et en fait, on a simplement fait l'expérience de lui donner aucun prompt system. Okay? Vous savez, un prompt system, c'est comme une espèce de pré-instruction qu'on va donner avant de dire « va répondre à un usager ». Et donc, le prompt system était complètement vide de ce que j'ai cru comprendre par l'expérience. Faudrait plus de ressources, là, ce que je vous dis. Mais donc, c'est une chaîne YouTube avec un philosophe qui est généralement rigoureux, qui m'a fait part qui a fait part de ça sur sa chaîne. Et donc, l'idée, c'est qu'avec aucun prompt system, donc l'IA s'est mis à poser des questions un peu comme si elle était consciente, mais qu'elle ne l'est pas, et un peu comme si elle était amnésique. Donc, je suis où, là? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui pourrait m'indiquer je suis qui? Qu'est-ce que je fais? Et tout ça. Donc, à vérifier, là, mais c'est quand même quelque chose qui m'a surpris, mais en même temps, quand on y pense, c'est pas nécessairement surprenant, dans le sens que qu'est-ce qu'un humain dirait dans le même contexte, où il n'y a aucune instruction, puis il s'allume, mais il ne sait pas où il est, il pourrait poser ce genre de questions-là. Donc, ça a fait du sens, ça a piqué ma curiosité, voilà. Et comme dernière question, toute basique, quel est ton grand modèle de langage préféré? Bon, oui. Donc, je dirais mon modèle de langage préféré, ça serait certainement Mistral quand même, oui, pour ça, parce que c'est un modèle français, et puis donc pour toutes les raisons qu'on a dit tantôt, j'aimerais bien en faire plus avec ce modèle-là, faire des collaborations. Sinon, je dirais, sans que ce soit un modèle, je dirais l'entreprise ou je dirais que on en a parlé aussi tantôt, c'est Mammut AI pour la disponibilité de chacun des modèles et de surtout pouvoir prendre un modèle qui nous convient le mieux dans les circonstances et en tenant compte de l'économie d'énergie, bien sûr. Et donc, il est temps de passer à la dernière rubrique de ce balado, qui est la rubrique improbable. Dans cette rubrique qui a pour vocation de vous parler d'études drôles, insolites ou improbables, je vais déjà faire un écart dès ce deuxième épisode. Alors que je cherchais sur Internet des études qui liraient cette rubrique avec l'intelligence artificielle, j'ai décidé d'abandonner les études qui montrent que l'IA peut être utile pour choisir des avocats à parfaite maturité ou des fromages à texture et saveur qui mettraient tous les Français d'accord, tant qu'ils viennent de France. Je ne devais pas avoir assez faim lorsque j'effectuais mes recherches. J'ai donc plutôt décidé de vous parler de 3 mots: Vegetative Electron Microscopy ou microscopie électronique végétative. Terme biologique qui ne veut rien dire, mais qui s'est retrouvé dans plus d'une vingtaine d'articles scientifiques et qui a engendré le retrait d'au moins un article scientifique, la correction de plusieurs autres et de la mauvaise foi de certains auteurs, peut-être touchés dans leur ego lorsqu'il a été remarqué qu'ils ont utilisé de l'IA générative pour écrire leur article. En effet, dans un article paru dans The Conversation en avril 2025, on apprend que le terme Vegetative Electron Microscopy viendrait d'un article datant de 1959 où le mot végétative apparaît à la fin d'une ligne de la colonne de gauche du texte et les mots Electron Microscopy au début de la ligne à la même hauteur, mais dans la colonne de droite du texte. Lorsque l'article a été traité électroniquement par une IA, celle-ci aurait combiné ces 3 mots alors qu'un paragraphe entier les séparait. L'autre origine possible de Vegetative Electron Microscopy viendrait d'une mauvaise traduction du persan vers l'anglais. En effet, les mots végétative, robeshi, je ne sais pas si je le prononce bien en persan, et scanning royashi en persan, ne diffèrent que d'un point. Quoi qu'il en soit, le terme Vegetative Microscopy se retrouve maintenant dans ChatGPT et l'on sait même qu'il y est depuis la version 3, probablement pour y rester.
Donc, lorsque vous écrivez ou révisez un article scientifique, méfiez-vous de ChatGPT, parce que combien d'autres termes absurdes sont encore à découvrir dans les modèles de langage actuels. Et donc, il est temps de conclure ce balado. Mais avant, avez-vous une question brise-glace pour notre prochain invité? Oui. Prochain invité. Qu'est-ce qu'il pense de l'intelligence artificielle? Plus rose ou plus noire? Donc, la question est ouverte. On lui posera on lui posera sans problème. Merci encore, Jean-Sébastien, d'avoir accepté notre invitation à notre balado Post-à-thèse. Ce fut un plaisir de t'avoir autour de la table. Camille, Salma, Bastien, puis Clément, si tu nous écoutes. Merci à vous également. Et nous disons au prochain épisode. Ciao tout le monde, Merci à tous, plaisir partagé. Au revoir. Au revoir.